Ok, c'est parti. Bonjour. On va vous laisser quelques minutes pour vous installer, si vous voulez bien. Alors, on démarre avec quelques minutes de retard, mais bon, c'est les minutes occitanes. Voilà. D'abord, vous dire en préalable qu'on est évidemment ravis de vous accueillir physiquement dans ce théâtre magnifique qui nous a été gracieusement prêté par la municipalité de Castelnaudary. Et donc, on remercie Monsieur le maire pour ça. C'est un lieu splendide et donc il nous accueille aujourd'hui. Vous dire qu'on est tout autant ravis de pouvoir faire cette conférence en présentiel, puisque la dernière que nous avions eue, c'était avant le Covid. Donc du coup, depuis, il s'est passé du temps. Donc on est évidemment très heureux de vous retrouver. Donc c'est toute l'équipe du SNU Occitanie qu'il faut remercier pour cette organisation, parce que le bureau régional s'est beaucoup investi. Je vous présente là d'ailleurs à côté de moi, donc il y a Alexandra, Pierre, Martine qui se sont investis dans cette journée, mais aussi les camarades qui sont dans la salle. Cette journée d'échange et de travail est retransmise en même temps sur Facebook et YouTube pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir revoir certains moments peut-être en vidéo, mais aussi à d'autres personnes, d'autres régions de pouvoir la suivre avec nous. Et donc Manu s'occupera de gérer le chat de discussion tout au long de cette journée. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'événement au SNU ? Parce que pour le SNU, la santé et les conditions de travail ont toujours été la pierre angulaire de notre combat et sont complètement ancrés dans notre ADN. En fait, c'est un des sujets qu'on porte de façon récurrente et sur lequel on souhaite agir de façon continue. Parce que, évidemment, pour le SNU, l'humain doit être remis au centre de tous les débats, que ce soit dans le cadre du management, dans le cadre de nos pratiques professionnelles, dans le cadre de notre quotidien. Et c'est bien la question qui doit être remise au centre du sujet. Et parce que pour le SNU, la QVT doit être autre chose que simplement 3 lettres qu'on affiche de temps en temps parce que ça fait joli sur une pancarte. Et donc, pour ce faire, on estime qu'il est indispensable qu'on puisse avoir ce genre de temps d'échange, de sorte à pouvoir élever le débat, pouvoir prendre du recul et pouvoir prendre de la hauteur par rapport à nos conditions de travail et à ce qu'on traverse tous les jours, avec d'autant plus les bouleversements qui nous percutent, la crise économique, la venue évidemment de France Travail, la précarisation de la société, l'individualisation de la société. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir prendre cette respiration et ce temps d'échange entre nous, de sorte à pouvoir prendre du recul sur la situation. Dans cette journée, on va accueillir 3 éminents intervenants. Donc, la première qui est à nos côtés, Mireille Bruyère, qui est qu'on remercie évidemment pour sa présence, qui est au Centre d'études et de recherche du travail, donc au CERFOP, qui est économiste et qui va, donc Alexandra la présentera plus avant, mais qui va nous faire une perspective justement sur les impacts de l'économie et comment ça se traduit finalement sur le quotidien et de fait sur notre travail et nos conditions de travail. Tout à l'heure, 2 autres intervenants viendront, donc on pourra évidemment vous les présenter à ce moment-là. Il s'agira de Fabien Lemouzy, qui est sociologue à l'Institut de psychodynamique du travail, et d'Antoine Duarte, qui est responsable de l'Institut de psychodynamique du travail à Toulouse. Et donc on vous les présentera dès qu'ils arriveront. L'idée étant qu'on fait une première intervention de Mireille qui nous a fait la gentillesse d'être à nos côtés. On fait un temps d'échange avec la salle. Ensuite, on fera probablement une petite pause, puis on reviendra avec Fabien et ensuite Antoine. Voilà. Évidemment, on vous remercie d'être là et puis je passe la parole à Alexandra tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ici ou à distance.
Il nous semblait important, du coup, à la veille de France Travail, hein, qui va, du coup, durcir encore plus la pression sur les privés d'emploi, sur les salariés en poste, mais aussi sur nous, les personnels, de pouvoir prendre un temps de réflexion et de pouvoir regarder un petit peu ce qui se fait au niveau de l'économie, de la loi du marché, des lois qui sont mises en œuvre par le gouvernement et qui impactent forcément le marché du travail, les relations au travail et donc l'impact que ça peut avoir sur notre relation aussi avec les différents usagers. Voilà, donc Mireille va nous faire un petit peu un regard général sur l'économie, les lois travail, les décrets assurance chômage. Bien évidemment, il s'agira après de pouvoir discuter avec vous sur les impacts que vous pouvez vivre au quotidien. Je ne vais pas faire très long parce que du coup, elle va envoyer. Donc ça va être chouette. Donc Mireille, comme l'a dit Christelle, ouais, t'as une pression de fou. Hein. Comme l'a dit Christelle, Mireille est maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Elle est aussi membre des économistes atterrés, donc qui du coup amène un autre regard aussi sur l'économie orthodoxe et la doxa libérale qui nous est bassinée à longueur de journée sur les chaînes mainstream. Et elle fait aussi partie d'un réseau de scientifiques qui s'appelle Atécopole et qui participe aujourd'hui à la mobilisation contre le projet de l'autoroute A69 qui nous occupe beaucoup sur la région Occitanie. Et voilà, c'est aussi des projets, des initiatives que Mireille porte et soutient au plus près les collectifs pour la défense aussi du climat. Voilà. Merci, j'ai beaucoup la pression parce que je suis éminente et puis en plus je vais envoyer, ça va être très compliqué. Je ne suis pas sûre de tout à fait envoyer parce que la demande d'Alexandra c'était quand même de prendre un peu de recul et donc peut-être d'avoir une discussion. Je ne vais pas vous présenter dans le détail et la technique les évolutions des politiques de l'emploi. Je pense que vous en savez beaucoup déjà. Je voulais effectivement prendre un petit peu de recul et je ne sais pas si je vais vraiment envoyer parce que des fois ça peut avoir un effet un peu plombant. C'est pas toujours facile, mais il faut partir d'un constat lucide pour agir, je pense. Donc voilà. Alors j'ai d'abord rappelé que la question des politique de l'emploi, le nom politique de l'emploi, c'est un vocable, c'est une création relativement récente et dans l'histoire du capitalisme et même dans l'histoire de la science économique. L'idée, le concept qu'on peut avoir des politiques spécifiques en vue d'améliorer la situation sur le marché du travail, c'est quelque chose qui existe depuis à peine une trentaine d'années. Parce que effectivement les transformations du capitalisme, les transformations industrielles, la mondialisation, etc., vont conduire les transformations de l'État pour essayer de construire cette fiction qui est le marché du travail. Donc je voulais quand même avoir un petit, déjà en introduction, un rappel, c'est que le marché du travail, c'est une fiction. Évidemment, ça implique, si on pense que le marché du travail existe, ça implique de supposer qu'il y a une marchandise qui est le travail. Alors c'est quand même des choses qu'on peut-être on sait en général, mais qu'on oublie tellement on est pris dans le langage commun de recherche d'emploi, de recherche active d'emploi, de marché, d'employabilité, etc. Mais c'est une fiction parce qu'effectivement, il n'y a pas de marchandise travail. Il y a simplement une structuration de la société en classe. Et cette structuration de la société en classe implique des intérêts divergents, donc des conflits de classe, et que pour occulter effectivement ce conflit de classe, on va construire une fiction qui est le marché, dans lequel il y aurait des offreurs et des demandeurs et qu'il s'agirait d'ajuster l'offre et la demande sur le marché du travail. Il y a, par exemple, dans les années 30, il y a eu un effondrement de l'économie avec beaucoup de chômage, mais on ne parlait pas de marché du travail. Et les États n'avaient pas de politique de l'emploi. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se préoccupaient pas du chômage, qu'il n'y avait pas des questions par rapport à la pauvreté des travailleurs, etc. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un langage très déployé actuellement autour de cette histoire de l'offre et de la demande d'emploi, de l'offre et la demande du travail, de l'employabilité, etc. Ça a été quelque chose qui a été construit patiemment
par les différentes réformes de l'emploi, par effectivement tout un vocable des économistes et de la science économique qui est venu documenter, hein, c'est-à-dire produire de la littérature dite scientifique pour essayer de démontrer, mais ce n'est pas une démonstration, de démontrer que les personnes qui travaillent se comportent ou doivent se comporter comme des offreurs de travail sur un marché. Donc il y a toute une construction scientifique, politique, pour réaliser cette fiction. Et effectivement, quand vous baignez les gens dans cette fiction, ben, ils ont tendance, et c'est bien normal, à se comporter aussi comme des gens qui vont comme être des offreurs, hein, et faire des calculs, coûts-bénéfices, etc. Donc, voilà, je voulais quand même rappeler ça, et puis aussi vous dire que on fait du coup, je fais une distinction entre politique de l'emploi et politique économique au sens général. Politique économique au sens général, c'est l'idée qu'un État va conduire une politique dans un sens donc politique, hein, de meilleure répartition ou pas, ou dans une politique industrielle, en utilisant des outils économiques. Ça, c'est une politique économique. En général, les politiques économiques, ce sont des politiques macroéconomiques qui vont agir sur l'ensemble de l'économie française. Et en faisant ça, on peut effectivement avoir dans l'ensemble des objectifs de cette politique, on peut avoir évidemment des objectifs de réduction de la pauvreté ou de réduction du taux de chômage. Mais ce n'est pas des politiques spécifiques sur le taux de chômage. C'est des politiques macroéconomiques dont on espère que les effets seront positifs sur le niveau de l'emploi. Je ne parle pas de marché, le niveau de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on faisait avant les années 1980. Il y avait des politiques générales, des politiques macroéconomiques, mais il n'y avait pas de politique spécifique de l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on avait une conception, enfin, en général, hein, disons que dans les cercles d'experts, d'économistes proches du pouvoir, on avait une conception selon laquelle le chômage était la conséquence d'équilibres macroéconomiques. Et du coup, il fallait agir sur ces politiques macroéconomiques en ayant des politiques industrielles, des politiques de formation, si vous voulez, etc. Mais pas spécifiquement sur un endroit. Et de plus en plus, les politiques vont se restreindre, se réduire pour agir sur cette fiction qui est le marché du travail, en essayant effectivement d'agir sur le coût du travail, ou d'agir sur l'offre de travail. Pas du tout sur la demande de travail. La demande de travail, c'est la demande émanant des entreprises. Alors, petite explication, hein. Dans la conception des économistes, le marché du travail, c'est pas le marché de l'emploi. C'est pas exactement la même chose. Les économistes orthodoxe, hein, tu as dit que je faisais une critique de l'orthodoxie. Effectivement, la très très grande majorité des travaux des économistes sont des économistes qui appartiennent à un champ qu'on va appeler l'orthodoxie, qui conçoivent l'économie comme fonctionnant selon les lois du marché et vont donc, avec cet idéal type, dupliquer tous les problèmes sociaux comme des problèmes de marché. Donc n'importe quoi, même les problèmes familiaux ou de mariage, etc., peuvent être analysés comme un fonctionnement de marché, dans lequel il y a une offre et dans lequel il y a une demande. Bon, je ne vais pas faire la critique de l'orthodoxie, mais pour ce qui concerne la question qui nous occupe ici, c'est-à-dire le chômage, la pauvreté, l'emploi, etc., eux, ils ont cette conception du marché du travail, et pas de l'emploi, du travail. Donc, qui c'est qui offre le travail ? C'est les travailleurs ou les demandeurs d'emploi. Qui c'est qui demande le travail ? Ce sont les employeurs ou les entreprises. Du coup, sur le marché du travail, l'analyse, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'ajustement et il faut trouver des politiques qui vont ajuster sur ce marché la question entre l'offre et la demande. Alors, je continue un petit peu à faire mon parcours. Donc, à partir des années 80, on a le début, effectivement, de l'apparition de ce qu'on appelle un chômage de masse. Avant, à partir des années en sortie de la Seconde Guerre mondiale, des années 1945 jusqu'à 84 à peu près, on a, enfin jusqu'à la fin des années
années 70, pardon, on a un chômage qui est relativement faible, qu'on appelle un chômage de plein emploi, c'est-à-dire que c'est un volant de chômage presque incompressible, parce que, bon, évidemment, on peut partir d'un emploi, en le temps d'en retrouver un autre, il y a toujours quelques personnes au chômage, donc un chômage de quelques pourcents, et on a un moment, effectivement, important, spécifique d'ailleurs à la situation française, dans lequel on a une sorte de marge d'escalier, où pendant une dizaine d'années, on va avoir une progression importante chaque année du chômage pour atterrir aux alentours de 10%, de fois 8, 7, 11, 12, voilà. Donc après une variation, mais on voit bien là quelque chose d'un régime là, général macroéconomique, hein, j'insiste bien, où le capitalisme français va passer dans notre manière de produire, une autre manière d'organiser la production, et ça a des effets effectivement sur le niveau de chômage. Donc cette transformation du capitalisme a des effets sur le niveau de chômage qui va augmenter très rapidement, cette marge d'escalier, très spécifique, c'est... je reprends le concept de Michel Husson, que je vais essayer de citer là, sur un travail qu'il a fait récent. Et effectivement, on reste à un niveau très important. À partir de ce moment-là, effectivement, les politiques économiques, une partie des politiques économiques vont se transformer et vont essayer, sous l'influence idéologique effectivement du patronat, de construire la fiction comme quoi le chômage est le résultat non pas de transformation du capitalisme et des transformations structurelles et industrielles de la mondialisation, de la financiarisation, etc. Non, il faut surtout ça, il faut l'occulter, mais c'est simplement le dysfonctionnement local d'un marché, qui est le marché du travail. Donc essayer de couper la question politique de l'emploi, c'est-à-dire de dire c'est plus, comme on pouvait le penser, des problèmes macro de dynamique capitalistique, mais de désajustement spécifique du marché de l'emploi, du marché du travail. Et donc, on va construire effectivement des vagues de politique de l'emploi qui vont créer, finalement, c'est-à-dire à la fin, ils fonctionnent. C'est une fiction qui fonctionne, qui vont créer effectivement ce marché du travail dans lequel vous êtes, vous, absolument pris. Et donc, on a dans les années 80, une période d'une dizaine d'années où les politiques de l'emploi vont être un petit peu spécifiques. Il y avait tout un discours sur le fait que peut-être les gains de productivité étaient arrivés tellement loin que c'était peut-être envisageable de réduire l'offre de travail. On a eu des politiques de pré-retraite un peu ambitieuses, etc. Donc c'était plutôt socialement positif. Il y a eu aussi quelques politiques qui accompagnaient des publics dits en reconversion. On estimait que le fonctionnement normal du capitalisme conduit à des transformations sectorielles. Bon, voilà, il y a un secteur qui est déclinant. Je vais essayer d'y revenir parce que ça aussi, c'est un peu une fiction. Mais voilà, il y a un secteur déclinant et puis donc les entreprises industrielles vont licencier. On fait moins de ce produit. Il faut en libérer ça va libérer du travail pour d'autres industries qui vont être en croissance. Et donc, on a des politiques d'aide à la reconversion. Dans les années 80, les pré-retraites, la reconversion, il y a aussi les premiers emplois aidés, donc sur des publics spécifiques. Il n'y a pas d'idée générale encore, complètement, de ce marché. La rupture, c'est à la fin des années 80. Dans les années 90, on a aussi, partout en Europe, des gouvernements plutôt à droite. Et donc, pendant la décennie des années 90, on a un gros volant des politiques qui s'oriente sur la baisse du coût du travail, en disant le problème majeur du chômage, c'est que le coût du travail est trop élevé pour les travailleurs qui sont les moins productifs. Bon, effectivement, là encore, après, derrière ce discours, il y a des hypothèses idéologiques et théoriques très fortes. C'est que la productivité d'un travailleur, elle n'existe pas. La productivité n'est que le résultat d'un travail collectif. Personne ne porte dans son sac à dos sa productivité. Il a des savoirs, une expérience, et c'est le mélange de cette expérience et de ces savoirs au sein d'un collectif et d'une organisation du travail qui produit ce qu'on appelle la productivité économique. Or, tout le discours à ce moment-là des économistes hétérodoxes, c'est de nous dire
S'il y a des gens au chômage, c'est parce qu'ils sont moins productifs économiquement. On parle toujours d'économie. Hein. Je ne parle pas d'expérience et de parcours. Je ne parle pas de CV. Hein. Je parle de la productivité économique. Celle qui ne peut être réalisée que lorsque les gens travaillent ensemble, produisent quelque chose qui est vendu sur un marché et qui se réalise de manière économique. Mais avant, il n'y a pas de réalisation économique. Il faut que vous rencontriez des gens, que vous travailliez ensemble pour qu'il y ait une réalisation économique et qu'on puisse ensuite calculer une productivité économique. Or, l'idée du coût du travail trop élevé, c'est de dire une partie des travailleurs. On a trouvé statistiquement que c'était les moins qualifiés, les femmes, les jeunes, etc. On a dit, ça, c'est parce qu'ils sont moins productifs. Bon, d'accord. On a fait donc un synonyme entre qualification, jeunesse, expérience et productivité. Hein, alors que c'est complètement idéologique. Je veux dire... et effectivement, on a dit, donc on va trouver des dispositifs pour baisser le coût du travail. Et vous connaissez certainement très très bien ce que je veux dire, c'est qu'on a organisé les exonérations de cotisations patronales pour essayer de baisser le coût du travail pour l'employeur. Ces exonérations de cotisations patronales sont la première grande politique de l'emploi, avec des masses maintenant, parce qu'il y a les exonérations générales, puis il y a des exonérations spécifiques. On est, alors à chaque fois ça augmente, on doit être à 90 milliards d'euros chaque année d'exonération de cotisations patronales. Il doit y avoir à peu près 65% de tous les salariés français qui touchent sur leur paye, qui profitent, dont leur emploi est éligible aux exonérations patronales, c'est-à-dire qu'en fait, les impôts servent à payer une partie des salaires. Hein, on a donc une forme de nationalisation, j'ai envie de dire, du salaire, en faisant comme ça. Donc ça n'a fait qu'augmenter, croître et embellir avec Balladur. Et puis ensuite, il y a eu effectivement dans cette décennie les 35 heures, qui est une petite ouverture où la politique de l'emploi, on appelle ça une politique de l'emploi parce que c'était avisé effectivement de réduire le chômage, mais pas simplement. À l'époque, il y avait aussi, c'est le progrès social normal que de partager les fruits de la croissance et de la productivité en diminuant régulièrement la durée du travail. Donc c'est pour aussi libérer du temps, hein, c'était la conception d'une émancipation aussi des travailleurs par le temps libre. Il y a eu aussi à ce moment-là une couche d'exonération des cotisations patronales pour aider le passage aux 35 heures, mais qui normalement devait prendre fin lorsqu'on passait, quand on est passé aux 35 heures. Et avec la loi Fillon, on a eu une généralisation et une extension de ce dispositif qui a continué avec le CICE. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais cette grande politique, c'est une politique qui, effectivement, agit sur le coût, donc sur le prix du marché. Hein, quel est le prix du marché? Le coût du travail. On va agir parce qu'on estime que le prix lié aux institutions du travail est trop élevé, alors que si on laissait en équilibre, si on laissait cette fiction qui n'existe pas, mais dans la tête de ces idéologues agir, on aurait certainement un prix plus bas. Hein, s'il n'y avait pas de cotisation, s'il n'y avait pas de salaire minimum, etc., s'il n'y avait pas toutes ces institutions qui contraignent le marché, on n'aurait pas de chômage, selon cette théorie, mais on aurait un salaire d'équilibre plus bas que celui qui est institué par les institutions du travail. Donc on a cette période-là qui continue, et puis dans les années 2000, on a une autre grande période de politique de l'emploi, qui est la période qui va s'attaquer à l'offre de travail. Et là, c'est une période qui continue, hein, donc, pour lequel on va estimer que le problème du chômage, c'est parce que le comportement de l'offreur n'est pas ajusté aux dynamiques du marché. Donc il va falloir construire par plein de dispositifs très spécifiques, hein, mais là, ça c'est votre partie. On pourra revenir, parce que je voudrais avoir du temps quand même pour parler de transformation du capitalisme, qu'il va falloir construire effectivement par du contrôle et de la sanction, par des incitations à la reprise d'emploi, ça peut être la prime d'activité, etc. Donc construire cet offreur qui doit se comporter comme un individu rationnel,
c'est-à-dire faisant des calculs coûts-bénéfices. Donc, comme on estime qu'il n'a pas un bon comportement sur le marché du travail, on va par plein de dispositifs, sanctions ou pécuniaires, essayer de faire que son comportement va un comportement flexible. Il s'adapte, il y a un meilleur emploi là, il se forme, il fait des calculs coûts-bénéfices, là, il faut qu'il reprenne ce travail, etc. Mais évidemment, tout ce dispositif, c'est évidemment à la baisse pour le pousser à s'adapter aux demandes faites par les employeurs, qui sont des demandes de flexibilité et de bas coût. Évidemment, donc on va pousser les dispositifs pour qu'ils se comportent comme un calculateur. Et c'est pas étonnant que, évidemment, ensuite, les gens qui sont hyper précaires, par exemple dans des secteurs où il y a beaucoup de rotation d'emploi, parce que les métiers sont pénibles, comme les aides, les services à la personne, par exemple, l'hôtellerie-restauration, qui se comportent aussi comme ça, en disant j'ai des droits, j'ouvre des droits, je prends un peu de travail. Et oui, parce qu'on produit ces dispositifs et ils sont pas dans. On construit effectivement cette flexibilité de tous les côtés. Et cette flexibilité conduit à ce qui s'est passé après le Covid, c'est que du coup, lorsque vous désorganisez un marché qui est en rotation, qu'il s'arrête parce qu'il y a le Covid, etc., vous avez ce pool cette masse de personnes disponibles qui va disparaître. Il faut le reconstruire. Il faut reconstruire cette flexibilité. C'est pour ça qu'on a eu un moment de pénurie, de difficultés pour certains secteurs, mais qui peuvent se reconstruire. Bon. Je finis là, j'arrête là-dessus parce que je voulais pas partir trop sur les questions des politiques de l'emploi. Je voulais simplement éclairer les transformations au niveau du travail, du salaire, de la pauvreté, des transformations du capitalisme en fait, des transformations macroéconomiques qu'on appelle le capitalisme dit néolibéral. Alors il y a des discussions entre nous, entre les économistes ou entre les philosophes, les économistes pour savoir, ceux qui travaillent en philosophie politique, savoir est-ce que c'est le même capitalisme, est-ce que ça veut dire néolibéral, etc. Bon, peut-être ce qu'on peut définir entre nous, c'est de dire que le capitalisme actuel et garde la même structuration de classe. On n'est pas dans une transformation. Le néolibéralisme n'est pas une transformation des structures fondamentales du capitalisme, c'est-à-dire deux choses. La première, un rapport de classe, comme je le dis, entre travail et le capital. Et le capital doit faire tout ce qu'il peut pour faire travailler les gens. Et donc pour exploiter et générer du profit. Et la deuxième chose importante dans le capitalisme, c'est la production doit se faire sous un mode industriel. Le capitalisme, c'est l'industrialisation du monde, c'est la même chose. D'accord ? C'est-à-dire tout ce que vous produisez doit se faire sous mode industriel, c'est-à-dire en divisant énormément le travail, en plein de tâches, pour trouver de la puissance, en utilisant beaucoup de machines, pour pouvoir produire le plus massivement possible. On industrialise tous les secteurs. Ça, c'est le capitalisme aussi. On oublie souvent en économie de le dire, mais c'est très important par rapport à ce qui se passe sur le champ du travail. Alors, donc, je reviens à mon histoire de bascule dans le néolibéralisme. Donc, ces deux choses-là, la division en classes, l'accumulation du profit et l'industrialisation, ces deux choses continuent et s'accélèrent. Ça ne change pas. Par contre, on a tendance à dire, voilà, c'est plus de concurrence. Alors, il y a toute une idéologie de la concurrence qui est revenue. On peut tracer ça. Effectivement, il y a des philosophes comme Barbara Stiegler, par exemple, qui ont fait des travaux intéressants. Bon, voilà. Mais peut-être la chose qui nous concerne ici, que je voudrais noter, c'est que cet approfondissement du capitalisme industriel va s'accompagner d'une transformation du rôle de l'État. Et peut-être ça, c'est la spécificité du néolibéralisme. La transformation du rôle de l'État, c'est pas un État
qui peut plus rien, les entreprises qui gouvernent, c'est la mondialisation, l'État démuni, n'est plus souverain, etc. Ça, c'est aussi faux. On a des États toujours plus intrusifs et toujours plus puissants. C'est très facile à voir. Donc on peut en prendre plein d'exemples. Donc c'est pas le retrait de l'État, le néolibéralisme. C'est l'État instrument de l'industrialisation et du capital. Et pour ça, comme le capital est plus gros et plus mondial, il est obligé de passer par l'État pour ses politiques RH. Quand on a un capitalisme local, même national, avec des entreprises de taille grande, mais même ne serait-ce que Renault dans les années 50, qui était une grande entreprise, mais qui était capable de conduire au niveau de son entreprise une politique RH, mais donc voilà, il n'a pas besoin de l'État. Il peut organiser la formation, les emplois, l'organisation du travail, sa politique RH. Il le fait tout seul. Mais quand le capitalisme s'étend et se mondialise, et donc ces grandes entreprises, que fait Renault ou que fait Orange, c'est qu'en fait, elles vont organiser le travail au niveau mondial. Donc on a des grandes entreprises qui vont avoir une cascade de sous-traitants, de filiales, d'utilisation de l'intérim, etc. Donc, qui vont organiser et diviser le travail au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur, qui fait qu'on a une division mondiale du travail. Eh bien, évidemment, on ne peut plus conduire sa politique RH tout seul. Nécessairement, on a besoin d'un État. C'est ça l'aboutissement de France Travail. Dans une chronique, j'ai dit France Travail, c'est le DRH du capital. Évidemment, on a besoin de plus en plus d'une puissance étatique parce que les niveaux, la taille de cette organisation productive dépasse la capacité locale des collectifs de managers à gérer cette masse de travailleurs qui est flexible et qui doit pouvoir se déplacer entre sous-traitance, intérim, etc., etc. Donc on a effectivement une coévolution d'une transformation de l'État et de ce qu'on appelle la mondialisation industrielle et financière. Donc cette mondialisation du capitalisme-là doit s'accompagner par des États plus forts, plus coercitifs, qui vont gérer effectivement la main-d'œuvre, qui ont comme objectif de gérer, de maintenir donc une main-d'œuvre disponible, la plus corvéable possible, la maintenir dans une forme d'employabilité minimale, tout en évitant effectivement que leur rémunération ne leur donne trop d'autonomie. Il faut trouver le juste milieu entre une rémunération nécessaire pour reproduire la force de travail, mais en même temps pas trop, parce que sinon, ça c'est un vieux débat des économistes depuis le capitalisme existe, c'est de dire comment est-ce qu'il faut, puisqu'on a besoin des pauvres pour travailler, comment est-ce qu'il faut trouver la rémunération qui ne soit pas trop élevée, pour qu'ils ne soient pas trop autonomes, sinon ils ne travailleront pas assez. Et en même temps, pas trop basse pour éviter effectivement une attrition ou effectivement une dégradation de la qualité de la force de travail. Donc voilà, cette mondialisation du capitalisme conduit effectivement à une énorme augmentation de la division du travail. Et tous les emplois qui sont maintenant créés sont des emplois pour beaucoup. Je crois que les travaux de l'INSEE, qui ne sont pas hyper récents, mais qui datent peut-être entre 5 ou 6 ans, disaient que 70% des emplois sont des emplois dans des entreprises qui font partie des groupes d'entreprises, c'est-à-dire qui sont liés soit en filialisation, soit en sous-traitance, soit par intérim, etc., à des ensembles productifs beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a construit dans les institutions du travail pour protéger de la subordination inhérente au salariat, le salariat se définit par une relation de subordination, pour protéger cette subordination, pour qu'elle ne soit pas trop forte, on a créé toutes ces institutions du travail, donc la protection sociale, le code du travail, etc. Le souci, c'est que ces institutions, elles sont débordées
par cette organisation productive qui fait que, en fait, quand vous êtes sous-traitant en deuxième niveau pour Airbus, ben, votre employeur effectif, celui qui subordonne et organise votre travail, c'est pas votre employeur légal. Vous pouvez aller voir le patron légal et il va dire mon gars, je suis d'accord avec toi, il est certainement plus mieux payé que vous, hein. Mais quand même, il dit, mais en tout cas pour l'organisation du travail, pour les coûts de vente, les finalités, etc., je n'ai pas de possibilité, sauf effectivement à fermer la boutique et puis à être remplacé par un autre sous-traitant. Donc la subordination, c'est comment dire, est plus forte parce que plus invisible dans le travail. Elle est plus forte parce que plus invisible, et ça existe aussi à l'intérieur des organisations plus petites, hein, cette capacité à diviser pour effectivement éloigner le centre du pouvoir de l'effectivité réelle du travail. Donc ça, c'est un élément qui est très important aussi pour comprendre les évolutions du capitalisme qui rend les luttes plus difficiles, on en parlait dans la voiture, qui fracturent effectivement les collectifs de travail, pour lequel, du coup, la grève est très compliquée, les résistances sur le lieu de travail est très compliquée parce qu'il y a une fracturation des collectifs de travail, il y a une plus grande flexibilité, les gens s'attachent plus au travail aussi, on a construit cette flexibilité. Et je dis, bon, ben ça va pas, ben je partirai. Hein, voilà, on a construit cette plus grande flexibilité, mais en même temps, le travail reste central. Donc, on est dans cette situation. Il y a combien de temps que je parle? Ouais. Alors, voilà. Et donc, oui, on m'avait invité pour faire un débat suite à la projection d'un film de Gilles Perret, je crois, où c'est un film comique, où c'est des salariés qui vont se confronter à, je crois, la fermeture, ou en tout cas la vente de leur entreprise, qui est une entreprise de micro-industrie horlogère, je crois, ou en tout cas mais qui est intégrée à une industrie, à un secteur industriel mondialisé. Et ils vont faire croire qu'ils sont des financiers, ils vont racheter leur propre boutique. Voilà, et donc ils vont arriver, donc c'est très rigolo, c'est très chouette, c'est plein de bonheur à voir, etc. Mais dans la discussion qui a suivi, en fait, les questions qui venaient, c'est oui, ok, mais s'ils restent entre eux, c'est super, ils ont plus le patron ou le contremaître qui est un peu con, bon voilà, c'est super, ils vont pouvoir discuter ensemble de comment. Mais quand la fin du film, c'est ils se retrouvent eux-mêmes à participer à des enchères inversées pour prendre des marchés mondialisé, comme c'est le cas dans l'aviation, où on fait baisser les coûts, et puis c'est celui qui est le moins disant qui va prendre le marché. Donc évidemment, derrière, quand vous devez produire des pièces d'usine à des coûts très très bas, vous ne pouvez rien faire. Enfin, vous ne pouvez même pas changer les machines. Donc on se demande, effectivement, ils ont réglé un problème, une partie du problème. Certainement c'est nécessaire, mais l'autre partie du problème, c'est de sortir. Il faudrait sortir. C'est là où la bifurcation industrielle est importante. Il faut sortir de la machine industrielle. Parce que si vous restez dans la machine industrielle, vous risquez de vous épuiser. Enfin, alors, c'est un défi immense, que je mesure tout à fait la difficulté de ce que je dis, mais il faut l'avoir en tête. Parce que si on occulte ces grandes structures de subordination, on a l'impression qu'effectivement, on remet les gens au travail et puis ça continue, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Alors chacun fait ce qu'il peut là où il est. Hein. Moi, je suis à l'université et moi aussi, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et puis, je forme des étudiants et je me demande ce qu'ils vont devenir. Hein. Donc, il n'y a aucune culpabilisation. C'est juste qu'effectivement, la dimension de l'insertion du travail dans les chaînes globales de valeur mondialisées conduit effectivement à un approfondissement du lien de subordination du travail. Voilà. Alors, je voulais terminer donc sur un livre que j'ai, de Michel Husson, que j'ai apporté là,
c'est un économiste hétérodoxe, marxiste en fait, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et c'est un livre donc, qui a été publié après sa mort. C'était des travaux qu'il a fait sur un travail d'archives où il est allé chercher tous les écrits de tous ces économistes, ces penseurs, etc., concernant la question du pauvre, de la pauvreté, du travailleur, etc. Et bien, on voit, de manière différente certainement, mais on voit que cette question de maintenir dans la pauvreté les travailleurs de manière à ce que ces travailleurs acceptent de travailler pour les riches, c'est quelque chose qui existe depuis le début. Et là, j'avais pris plein de citations anciennes pour montrer à quel point c'est quelque chose de relativement ancien. Alors, par exemple, c'est Bernard de Mandeville, c'est un auteur qui a écrit un texte célèbre qui s'appelle « La fable des abeilles », où il explique, il essaye de démontrer par une fable, à l'époque c'est comme ça qu'on faisait de la science, mais c'est pas mal hein, aussi, pourquoi pas, il essaye de démontrer que dans une société, lorsque la société est gouvernée par la vertu, la société est pauvre et s'appauvrit, alors que si la société est gouvernée par le vice et que chacun est égoïste et ne s'occupe que de son propre petit plaisir, la société est prospère. Ça s'appelle la fable des abeilles. Donc c'est relativement cynique, ça a été beaucoup repris, ça a pu inspirer un économiste célèbre qui s'appelle Adam Smith, lorsqu'il a construit son œuvre majeure qui s'appelle La richesse des nations, où il essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une richesse des nations. La richesse des nations, c'est le développement du marché et de la division du travail. Donc on voit que ce que je vous ai dit, c'est très ancien. Et donc cet auteur-là, donc le bouquin dont je vous parle, c'est le titre est évocateur, Portrait du pauvre en habit de vaurien. Donc c'est essayer de faire une archéologie du mépris de classe. Il dit, dans une nation libre où il n'est pas permis d'avoir des esclaves, les plus sûres richesses consistent à pouvoir disposer d'une multitude de pauvres laborieux. C'est une pépinière intarissable pour les flottes et pour les armées. Sans ces sortes de gens, on ne jouerait d'aucun plaisir et on n'estimerait point ce qu'un pays produit. Pour rendre la société heureuse et pour que les particuliers soient à leur aise, particuliers, c'est les aristocrates, alors même qu'ils n'ont pas de grands biens, il faut qu'un grand nombre de ses membres soient ignorants aussi bien que pauvres. Donc on voit bien par cet exemple, et puis il y a plein de pépites comme ça, effectivement, que toute la fable, la fiction du marché du travail a comme objectif, effectivement, d'essayer d'occulter la structure profonde de cette société dans laquelle nous sommes, qui est une société divisée et hiérarchique, la structure profonde de le maintien d'une forme d'aristocratie ou de hiérarchie. J'ai envie de dire, la Révolution française n'est pas allée jusqu'au bout dans l'idée d'égalité. Et en même temps, si vous êtes là, si on est là, et s'il y a des gens qui sont capables d'écrire des choses comme ça, c'est qu'au moment aussi de la Révolution française, il y a eu des idéaux égalitaires, il y a eu des imaginaires d'autonomie et de démocratie qui sont toujours là et qui sont régulièrement présents, qu'on voit dans les différentes contestations sociales, etc. Donc on n'est pas dans une machine à broyer dans laquelle on n'a aucune possibilité. Les tensions, les conflits sociaux sont traversés par cet imaginaire de mépris de classe et en même temps cet imaginaire de démocratie et d'égalitarisme. Et donc l'histoire n'est pas terminée. Voilà, merci. On va passer aux échanges. Donc s'il y a Fred, c'est ça qui a le micro. Si vous voulez intervenir, levez la petite main, vous faites un petit clin d'œil à Fred qui viendra. Je ne sais pas si Manu, il y a des interventions sur le chat. Non, à ce jour. Ok, ça marche. Ok. Tu vois, c'était brillant. Ça a envoyé. Non, après, ce qu'on a vu, alors peut-être que nous, on le voit un peu plus là avec le dernier décret
sur l'assurance chômage, où on a créé vraiment une trappe à la précarité avec des taux d'indemnité minimale très bas qui impactent du coup forcément la relation au travail. Comment accepter une mission d'intérim quand on sait après derrière qu'on va avoir les allocations impactées. Ce que tu disais du coup sur l'offre et la demande et la flexibilité à avoir. Et là, on se retrouve du coup avec la réforme de France Travail qui arrive, où on nous présente un marché qui va être d'autant plus flexible avec, au-delà du service public de l'emploi qui va intervenir, l'intervention des opérateurs privés de placement qui vont répondre du coup au capital et donc à la recherche de plus de profit. Donc du coup, ça va impacter forcément la relation offre-demande avec notamment la pression mise sur les allocataires du RSA qu'on voit arriver. Et je pense que ce qu'on peut... alors je ne sais pas si tu le vois dans l'analyse, parce que là tu faisais référence au propos du son sur les ignorants, mais on le voit aussi sur le corpus éducatif, où on voit que la voie professionnelle du coup est totalement démantelée, qu'on voit même des expérimentations où on interviendrait dans les collèges dès la 5e pour du coup faire le tri social et orienter des jeunes qui seraient peut-être en délicatesse scolaire vers le marché du travail. Et ça va encore plus du coup augmenter la division du travail. Et du coup, les impacts que ça peut avoir sur le coût du travail après à venir et les répercussions qu'on va subir après nous professionnellement. Oui, justement, enfin, peut-être pour compléter, sur y compris les leviers qui sont en train d'être mis en place, et plus encore dans le cadre de France Travail, il y a le levier sur tout ce qui est coercitif, avec le système justement de sanctions qui oblige à l'hyperflexibilité concernant le marché du travail. Et sur la qualification des jeunes très très tôt, ou en tout cas de la déqualification des jeunes, on a un peu l'impression que c'est ça, que l'idée c'est que on les amène très vite à être formés, mais non pas sur une formation générale qu'ils vont pouvoir ensuite valoriser sur le marché du travail, mais au contraire sur je forme à l'instant T à l'utilisation de l'outil précis de cette entreprise-là, qui ne sera pas du coup transférable ailleurs et du coup qui ne sera pas monétisable ensuite, monnayable sur le marché du travail. On a vraiment l'impression que c'est dans ce mouvement-là que c'est en train d'aller, quoi. Ça vous laisse quoi ? Ouais. Bonjour, merci, c'était bien. Enfin, c'était pas gay, mais c'était bien. Est-ce que tu pourrais revenir sur les exonérations, en fait, tu as parlé de plusieurs dizaines de milliards, je crois, d'exonérations de charges pour les employeurs. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la répartition? Parce que je pense qu'il y en a qui sont intéressantes sur tout ce qui est contrat aidé, mais je crois qu'il y a une grosse partie qui profite aux grosses entreprises aussi. Est-ce que forcément tu t'y connais, est-ce que tu peux un peu plus développer, s'il te plaît? J'ai pas pris des notes précises là pour venir. J'ai préféré pas faire une analyse des politiques de l'emploi. On a produit, les économistes atterrés, beaucoup de documents d'analyse plus fine, effectivement, des impacts. J'ai envie de dire que la grosse partie, c'est les exonérations générales. Il suffit d'avoir un salaire, donc maintenant je crois que c'est à 2,5 SMIG, pour commencer à toucher des exonérations, et qui sont de plus en plus importantes, plus on se rapproche du SMIC. Donc les exonérations générales, c'est tout le monde. Et donc, ça, c'est la grosse partie. Et ensuite, après, il y a des exonérations, comme vous dites, sur les emplois aidés, sur certains dispositifs, sur des zones aussi spécifiques d'entreprises qui sont dans des zones de requalification, par exemple. Qui c'est qui les touche? En fait, beaucoup de secteurs à main-d'œuvre, comme l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne, donc voilà, ou dans lequel les salaires sont pas les plus élevés. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qu'on sait, c'est que, enfin ça c'est assez bien documenté, c'est que en fait ça a eu tendance à accompagner un tassement des rémunérations, puisque on peut dire que d'une certaine manière ça incite l'employeur à pas augmenter les salaires, parce que s'il les augmente, il a une double augmentation. Il augmente le salaire brut, évidemment, donc celui qui est touché par le salarié, et aussi il va profiter de moins d'exonération. Donc du coup, il va payer un peu plus de charges patronales
en plus du pourcentage d'augmentation du salaire brut. Donc, dans les statistiques macroéconomiques, on voit effectivement en France, puisque la France est le pays dans lequel il y a eu ces exonérations qui ont été massives, très fortes. Ça existe dans tous les pays, ces dispositifs. Dès qu'il y a une protection sociale assise sur la cotisation, il y a des exonérations comme ça, sauf que chez nous, c'est général. Et que, effectivement, comme en plus il y a une période dans laquelle les négociations salariales dans les branches sont très atones, du fait du chômage de masse et que c'est compliqué, voilà, il y a une obligation de négociation, mais qu'en fait ça débouche pas par des augmentations de salaire, et ben en fait on a un tassement des rémunérations autour du SMIC. On appelle la smicardisation de la société, c'est-à-dire qu'il y a une population de plus en plus importante qui se retrouve proche du SMIC. Ce qui produit des effets sociaux, qu'on peut aussi, les sociologues disent, bah oui, du coup, il y a une forme de déqualification, de déclassement ressenti, de dire, bah finalement, je suis qualifié, j'ai 15 ans d'expérience, j'ai des responsabilités dans mon entreprise, je suis reconnu, mais pourtant, je suis à 100 € en plus que le SMIC. Du coup, bah voilà, ça produit des effets, même en termes politiques, de vote, de gilets jaunes, et tout, on prend plein de choses qui ont été dites là-dessus. Effectivement, il y a une forme de tassement des rémunérations du fait de ça. Et puis comme le SMIC fonctionne par des augmentations liées à l'inflation, il n'y a pas de coup de pouce mais lié à l'inflation, ça pousse, c'est comme quelque chose qui pousse comme ça et qui rapproche les gens vers le SMIC. Voilà, et puis après il y a des effets aussi de substitution, c'est-à-dire que les entreprises, sachant qu'elles ont la possibilité d'exonérer, elles vont remplacer des postes qualifiés par des postes non qualifiés pour faire le même travail. Donc de dire, voilà, on avait avant un contremaître, on va embaucher un ouvrier, mais il fera quand même le boulot de contremaître, il fera un boulot en responsabilité, alors que son poste s'appelle ouvrier. Et ça, c'est des phénomènes qu'on voit effectivement de substitution liés à ces politiques. Et je me rappelle, je crois que c'était Gattaz qui était le président du MEDEF à cette époque-là, disait oui, je crois que c'était dans les années 80, à la fin des années 90, faites une grande politique d'exonération et on créera 3 millions d'emplois. Donc il y avait le truc, le PIN, c'est 3 millions et on les attend toujours. Il y a des effets de substitution, de changement de la liste d'attente, voilà, mais il n'y a pas d'effet massif sur l'augmentation du nombre d'emplois. Et ça justement, pour la raison que j'essaye de vous expliquer, c'est que le niveau de l'emploi est déterminé par ailleurs. Elle n'est pas déterminée par une question de coût. Le niveau de l'emploi est déterminé par les structures productives, par la demande effective voilà. S'il y a des salaires qui sont versés, ça fait plus effectivement de consommation, par le fait qu'il y a une partie de notre consommation qui est produite ailleurs, enfin, par des effets d'organisation productive au niveau macro. Donc vous pouvez changer les choses au niveau de l'emploi, ça fait tourner les gens. Ça change la liste d'attente, si vous voulez, mais ça n'augmente pas le niveau de l'emploi. Le volume de travail. Pas plus de travail. Alors, moi, je voudrais savoir, je vais essayer d'être clair, mais je voudrais savoir si aujourd'hui, il y a une vraie volonté de supprimer le chômage. Parce que j'ai quand même l'impression que le chômage est un phénomène qui tend à être un peu irréversible. Et aujourd'hui, il y a toute une économie qui s'est organisée aussi au niveau de l'insertion, de la formation, qui vit en fait du demandeur d'emploi, du chômage, des accompagnements divers et variés. Il y a des spécialités pour les jeunes, etc. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt en fait à supprimer le chômage, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être tend à être maintenu, parce qu'en plus, ça laisse une réserve de main-d'œuvre. Là, avec France Travail, on va peut-être utiliser les bénéficiaires du RSA pour justement le fait qu'ils vont pouvoir faire fonctionner l'accompagnement, la formation, les faire travailler sur certains métiers en tension, etc. Ouais, c'est une vraie question que je me pose sur le fait de réduire le chômage, parce qu'on le réduit peut-être un tout petit peu, parce qu'en termes d'instruments politiques, c'est une tendance qui est vue et qui est
admirer parce que tel président a fait baisser le chômage, mais peut-être pas trop non plus, parce que si on le supprimait, mais qu'est-ce qui se passerait sur le terrain aujourd'hui? Ça serait peut-être mettre des secteurs en difficulté, en fait. Donc je me pose ces questions-là. Il faudrait distinguer chômage et état de nécessité, peut-être. Si on parle de taux de chômage au sens statistique, c'est la définition de celui qui ne travaille pas, qui est disponible immédiatement et qui effectue des recherches d'emploi. Ça, c'est la définition de l'INSEE. Et on peut baisser le chômage tout en gardant un volant de main-d'œuvre, une réserve, une armée de réserve disponible, corvéable, etc. En mettant les gens en état de nécessité, en le faisant tourner sur les emplois, en leur disant si tu tournes pas, si tu n'es pas assez actif, etc. T'as ton allocation chômage qui baisse, tu vas pas avoir le RSA. Donc on peut produire, c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne d'ailleurs, hein, on peut produire statistiquement une baisse du chômage tout en maintenant la grande armée de réserve flexible qui va aller dans les emplois les plus déqualifiés parce que c'est nécessaire au fonctionnement du capitalisme. Donc non, il n'y a pas la volonté. Alors, dans le bouquin, ça fait 200 ans que c'est ça. Il n'y a pas la volonté de dire on va produire des conditions dignes dans lequel il y a une forme d'autonomie pour les personnes dans leur capacité à construire leur vie. Je veux faire ce travail, ça m'intéresse, ça m'intéresse, moi je veux aller ailleurs, j'ai le temps d'y penser, etc. Ça, c'est absolument proscrit. Écrit, proscrit, interdit. La question de l'autonomie des travailleurs, leur capacité dans la dignité de construire leur vie, c'est proscrit. C'est la lutte fondamentale. Il faut absolument l'empêcher de ça. Sinon, c'est dangereux. Sinon, il n'y a plus des gens qui travaillent pour nous, enfin pour les riches, je veux dire, dans le discours, pas pour moi, non. Même si je pense que je sais que dans la structure de revenus, je ne suis pas la plus... voilà, je ne suis pas précaire du tout. Mais voilà, il faut distinguer. C'est justement le double discours est lié au fonctionnement et à la construction de ces indicateurs statistiques qui sont piégeux. Et dont on dit souvent, nous les économistes hétérodoxes, attention, le taux de chômage, ça ne veut rien dire. Il y a un halo du chômage, il y a d'autres... si vous prenez ça, vous pouvez avoir une société avec un taux de chômage à 4% ou à 5%, avec énormément de pauvreté, énormément de temps non travaillé, de situations de nécessité complètement difficiles, quoi. Et c'est ce qui se passe, en fait. Les Allemands ont commencé avec les lois Hartz dans les années 90, et on en prend le chemin. Alors justement, moi, pour avoir un complément d'information, je me posais la question de l'efficacité en fait de ces mesures-là. Effectivement, on voit statistiquement parlant une baisse du chômage, donc qui est un petit peu relayée partout. Mais je me posais la question de est-ce que véritablement les personnes qui ne sont plus dans ces chiffres-là sont allées gonfler le salariat ultra précarisé des secteurs qui sont en manque. Parce qu'il me semble quand même que ces secteurs-là sont toujours en manque. Alors, est-ce qu'ils expriment toujours ces manques-là pour justement qu'on maintienne et qu'on aille encore plus vite dans l'ultra-précarisation des personnes qui ne sont plus dans les chiffres du chômage? Ou est-ce que ce sont des gens qui disparaissent parce qu'au bout d'un moment, ils ne s'inscrivent plus, ils ne vont pas réclamer peut-être les minima sociaux auxquels ils ont droit. Et en fait, c'est des gens qui passent un petit peu sous les radars et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Je me posais la question de ça. S'ils arrivent à rester sous les radars, c'est bien, mais il faut tenir sous les radars, c'est difficile. Oui, l'explication que vous proposez, je pense que c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on baisse le chômage, on produit, mais d'ailleurs dans les statistiques du chômage, ça se voit, c'est-à-dire la catégorie A est plus petite, et c'est celle avec laquelle on a les statistiques de fin de mois, de nombre de demandeurs d'emploi. Mais quand on regarde les autres catégories, c'est ceux qui ont travaillé un certain nombre d'heures par mois, etc. Ça compte, ça augmente. C'est-à-dire ils sont toujours à la recherche d'un emploi, mais ils travaillent en même temps. Et ça s'est énormément augmenté. Donc
C'est ce que vous dites, il y a tout un faisceau très compliqué à comprendre avec plein de situations différentes dans lesquelles l'idée du chômeur qui est chômeur pendant 5 mois et qui va chercher du travail, qui va pointer, etc., jusqu'à trouver un emploi à temps plein en CDI, cette idée-là, elle est de plus en plus petite. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui correspondent à cette catégorie et il y a de plus en plus de gens qui correspondent à la catégorie où ils sont en emploi, au chômage, au RSA, en formation, et ils tournent comme ça très très rapidement. Concernant les questions de pénurie d'emploi, c'est presque un abus de langage de les pénuries de l'emploi parce qu'il n'y a pas de mesure de pénurie de l'emploi. Pour mesurer la pénurie de l'emploi, ça voudrait dire qu'on est capable de dire une entreprise veut embaucher et ne trouve personne. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle met du temps pour embaucher. Et en plus, comme on ne sait pas bien savoir qu'est-ce que c'est le temps, on demande aux employeurs. C'est une statistique de déclaration. Et donc, en vrai, la statistique, ce n'est pas la pénurie d'emploi, c'est la difficulté de recrutement. C'est l'évaluation de l'employeur qui dit j'ai des difficultés de recrutement. On peut lui faire grâce de son honnêteté. Mais qu'est-ce que ça veut dire une difficulté de recrutement? C'est je mets du temps à recruter. Ça ne veut pas dire que je ne recrute jamais. Je dois recruter souvent, les gens ne restent pas, etc. Ça, c'est aussi la conséquence parce qu'on a construit un marché flexible, ce qui fait qu'en fait, et puis aussi les emplois proposés sont très flexibles, ce qui fait qu'ils sont tout le temps en train de recruter. Du coup, ils expriment évidemment tout le temps des difficultés parce qu'ils sont sans arrêt en train de recruter. Quand vous parlez à des entreprises, c'est votre métier, donc je ne vais pas... Voilà, de service à la personne, ils cherchent tout le temps du personnel. Donc, ils sont tout le temps en difficulté de recrutement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de personne, c'est juste que on fait tourner les gens plus vite. Donc l'entrée et la sortie, elles sont plus nombreuses. Je ne sais plus, j'avais vu des chiffres hier soir en réfléchissant à la conférence. Je crois que on a des taux de rotation qui ont été multipliés depuis les années 90 par des facteurs importants. Enfin, je veux dire, avant on avait un volant mobile. Maintenant, je crois que les 3/4 de la mobilité, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mobilité, quoi. Pour pas vous dire un chiffre qui est pas bon, je le cite pas. Donc, voilà, c'est un peu la remarque de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la flexibilité construit aussi des difficultés de recrutement. Ça va avec, en fait. C'est l'autre phase d'un même phénomène. Oui. Il y a une chose qui moi, m'a particulièrement marqué, c'est un patron australien qui s'appelle, alors le nom, je ne le connais pas par cœur, Tim Gurner. Et il a dit la chose suivante. Il faut faire bondir le chômage pour écraser l'arrogance des employés. Et donc, ça m'a marqué parce qu'en fait, ça résume cette phrase, ce que pense le patronat de mon point de vue. Ils pensent que les salariés, ils ont des revendications, ils ont des aspirations qui sont insupportables. Ces aspirations, c'est de demander des salaires supérieurs. Ces aspirations, c'est de demander d'avoir des conditions de travail qui s'améliorent. Et ça, pour une frange importante du patronat, c'est insupportable. Et c'est insupportable parce que du coup, ils réussissent à obtenir des choses. On l'a vu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Mais dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, des patrons ont été contraints d'augmenter les salaires et ils ont même été contraints de réorganiser le travail en proposant 2 jours d'affilée, etc. De congés, bon voilà, on ne travaille que le midi, bon, toute une série de réorganisations. Et ça, pour une frange importante du patronat, c'est insupportable. Et donc du coup, moi, c'est mon analyse, bon, certains la connaissent par cœur, c'est que je pense que, par exemple, France Travail est un outil qui a été créé par le gouvernement Macron, justement pour aider, non pas les salariés, parce que ça, c'est la petite histoire qui veut bien nous faire croire qu'on est là pour aider les chômeurs, pour faire baisser le chômage. Donc ça, c'est la petite histoire qu'on raconte. La vérité des prix, c'est qu'en fait, il veut aider donc, le patronat en réinjectant le maximum de personnes sur le marché du travail, pour justement faire baisser cette arrogance.
Oui, alors complètement. Enfin, je suis complètement d'accord avec l'analyse qui est faite. Hein. Et après, en même temps, enfin pour compléter, plutôt qu'en même temps, pour compléter, il faut aussi avoir en tête qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle le salariat, il y a des segmentations, il y a des divisions qui sont très très importantes. Parce que, en fonction de l'endroit où on est dans la chaîne de production, la chaîne globale de production, ben, on a des conditions de travail, des salaires qui sont très très différents. Donc, pour l'hôtellerie-restauration, effectivement, ça, c'est une des conditions. Enfin, ce sont des travaux qui sont plutôt pas qualifiés, en fait, une forme de précarité qui est assez connue et développée. Mais il y a des segments du salariat. Dans les conceptions, dans l'ingénierie, dans le marketing, dans l'informatique, pour lesquels les conditions de négociation de ces travailleurs face au patronat sont vraiment très différentes et sont vraiment très améliorées. Jusqu'à d'ailleurs avoir même une sorte de convergence d'intérêts pour continuer à exploiter leur collègue. Enfin, je veux dire, voilà, hein, mettre en place des systèmes de contrôle, d'exploitation, pour pouvoir garantir leur propre niveau de salaire. Une des caractéristiques, quand même, des 40 dernières années dans les rémunérations, c'est l'explosion des inégalités salariales. On dit souvent que le capitalisme produit des profits et donc des dividendes, et donc on rémunère les détenteurs de capitaux, hein, les actionnaires, le patronat, etc., sur ces profits. Et donc c'est vrai que la part qui va au profit a augmenté depuis une quarantaine d'années. Ça, ce sont des éléments macroéconomiques. Hein. Mais en plus, à l'intérieur de ce qui reste pour le travail, les écarts de salaire ont aussi beaucoup augmenté. Ce qui fracture aussi le salariat. Donc du coup, presque le salariat, c'est plus difficile à saisir comme un rapport de classe. J'ai envie de dire, ça ne veut presque plus rien dire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, même les patrons sont salariés. Donc, dans une analyse plus économique, on dira que ce n'est pas des salariés subordonnés. Hein. On dira qu'ils ont le statut salarié, mais par contre, ils sont du côté du patronat. Ils ont les intérêts du patronat, ils veulent que l'entreprise fasse des profits, que l'entreprise soit rationalisée, que les gens soient au travail, soient contrôlés, etc. Donc c'est juste pour compléter ce que vous dites, c'est qu'en fait, les capacités de négociation et de résistance sont différentes selon là où on se place dans la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est le début. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur ? On prend une matière première, la terre, la vache, par exemple, je vais faire simple, et on arrive à la fin, la consommation finale, c'est-à-dire la bouteille de lait empaquetée par Lactel dans votre frigo. Donc il y a toute cette chaîne de valeur là, qui s'est étendue énormément. Dans les années 50, en tout cas moi je me souviens de ça, on pouvait encore aller à la ferme à côté, si on habitait à la campagne, aller chercher le lait directement. Qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Le producteur était celui qui faisait le travail dans la terre. Maintenant, pour produire toute cette bouteille de lait, là, il y a plein d'intervenants. Il y a celui qui va transporter le lait, le transport. Il y a la chimie. Il y a les machines pour stériliser le lait. Donc, il y a toute l'industrie des machines pour stériliser. Il y a les frigos. Il y a les plastiques pour faire l'emballage, etc. Donc, vous vous rendez compte, pour faire la même chose, pour la même bouteille de lait, pour boire son lait, en fait, on a une division du travail qui est énorme. On a plein de travailleurs. On en avait qu'un, on en a, je ne sais pas les compter. Bon, en fonction de là où vous êtes placé dans la chaîne de valeur, vous avez la possibilité d'avoir des valeurs ajoutées plus ou moins fortes. On dit que ça fait comme un sourire. C'est-à-dire quand vous êtes au tout début, vous pouvez avoir la possibilité de prendre beaucoup de valeur. Si vous êtes en situation de monopole, par exemple, sur une terre, vous pouvez dire moi, je vais payer très très cher la vente de la matière première. Hein. Donc ça. Ensuite, plus vous êtes à l'intérieur de la chaîne, et là, les salariés, voilà, du transport, de la logistique, qui travaillent à Amazon, etc., de la production sur la chaîne, c'est vraiment très très bas. Et puis, quand vous êtes en bout de course, par exemple, les plateformes comme Amazon, qui sont ceux qui vendent, qui font la marchandise,
Ben là, ils ont une grande valeur ajoutée. Ils ont la capacité d'attirer à eux, d'exploiter toute la chaîne et de faire remonter à eux la valeur ajoutée. J'espère que je suis claire. Pour ce qui est de la conception, les ingénieurs, par exemple Apple, bah, ils ne produisent Apple ne produit aucune machine électronique. Apple ne fait pas travailler des gens pour produire ça. Apple, c'est la conception et le marketing. Ils ont 130 000 salariés dans le monde, mais ils dirigent réellement 2,3 millions de salariés. Ils dirigent réellement 2,3 millions de salariés. Apple, ça c'est un travail qui a été fait par la Confédération internationale des syndicats en 2014. Ils ont pris 50 grandes entreprises et ils ont regardé qui c'est qui travaillait pour ces entreprises en réel. C'est hallucinant. C'est des millions pour une entreprise. Alors qu'ils paient en salariat qu'une toute petite partie de ces gens. Et qui sont les salariés d'Apple? Des ingénieurs et des gens qui font du marketing. Et évidemment, là, ils sont payés énormément. Ils n'ont aucun intérêt à sortir de la machine. Ils n'ont pas de revendications du côté du travail. Hein, ils ont des revendications pour que ça fonctionne. Du coup, ce truc en sourire, c'est voilà, Amazon d'un côté, Apple de l'autre. Pour certaines, effectivement, des productions d'énergie totale qui sont à la base, effectivement, de la matière première en extraction, hein, des entreprises d'extraction. Ils ont la capacité à imposer des taux de profit et des taux de valeur ajoutée très élevés, et donc au détriment du reste de la chaîne de valeur. Petit cours d'économie. Oui, bonjour. Ce n'est pas vraiment une question, mais je partage un sentiment, une inquiétude. La comparaison que vous faites en disant Pôle emploi pourrait fonctionner comme la DRH du MEDEF et du Capital, c'est inquiétant. En tant qu'agent de Pôle emploi, je me sens un petit peu piégé là-dedans par le lien de subordination. Si on n'est pas d'accord avec ça, en dehors des marges de manœuvre individuelles que l'on peut trouver, et sans rapport de force construit, c'est un petit peu très inquiétant. Voilà, c'était juste ce constat-là, il n'y a pas de question à proprement parler. Qu'est-ce qu'on fait? Les syndicats agissent dans ce sens. Ça, c'est une question qui appartient à votre discussion. Et moi, je vis la même chose aussi dans l'université. Elle a été réformée, re-réformée, transformée, rationalisée, bureaucratisée. Les étudiants sont en souffrance, pour beaucoup en souffrance. Mon constat, c'est celui de me rendre compte, depuis 20 ans que j'enseigne, en première année, j'ai des étudiants de plus en plus apathiques et déprimés. En Master 2, chaque année, on a des alertes importantes, alors qu'ils ne sont que 20, sur des souffrances mentales qui sont très importantes, des dépressions, etc. Et ça, j'avais pas cette récurrence de ce cas-là qu'on traite et avec qui on essaye de... Voilà. Mais c'était vraiment exceptionnel il y a 15 ans. C'est énorme. Donc on produit, le système éducatif produit énormément de souffrance de ces jeunes. Et je suis, moi, dans la machine, et je suis aussi subordonnée, et je peux décider, effectivement, de rompre et de partir, d'essayer à l'intérieur d'agir. Alors, peut-être, je crois, j'ai plus d'autonomie que vous dans ma capacité à organiser mon cours, à y dire des choses. Voilà, j'ai peut-être ça qui me fait tenir, mais à part, effectivement, syndicalement, ou en tout cas collectivement, résister, ou aussi espérer un rapport de force général dans la société pour transformer les politiques dans un autre sens, j'avoue qu'individuellement, c'est pas possible. Hein. C'est compliqué, en tout cas. Merci Mireille, merci à vous toutes et tous pour ce premier temps d'échange. Le but justement, alors c'est pas pour répondre directement, mais le but de ces réunions-là, c'est de pouvoir prendre le temps d'échanger justement, de pouvoir confronter les points de vue, de voir qu'on est un collectif et qu'on n'est pas un individu côte à côte, même si là on est côte à côte assis, mais qu'on forme bien un groupe de résistance et qu'on comprend les mécanismes. Déjà savoir ce qu'on affronte, c'est déjà important pour pouvoir se construire collectivement dans la lutte. Donc c'est le but en tout cas de nos réunions, comme nos réunions sur les territoires, de pouvoir vous offrir cet espace de discussion libre, sans jugement, avec un regard un petit peu différent de ce qu'on veut nous asséner au long cours et au quotidien. Voilà. Pardon. Ouais, je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis.
Voilà. Donc il y a des espaces de construction. Le mouvement social aussi travaille à ces réponses-là, je dirais. Sur Toulouse, il y a l'organisation de quelque chose qui se fait mercredi prochain, justement sur un autre possible, et voir comment on peut travailler à la fois sur le travail, mais à la fois aussi sur la bifurcation industrielle. Et tu lances, il me semble, un atelier à la fac sur la bifurcation industrielle là-dessus. Donc c'est des réflexions qu'on intègre aussi là-dedans. On a une journée de mobilisation le 13 octobre, la semaine prochaine, par rapport à l'austérité, parce que bien évidemment, les politiques qui sont menées, c'est détricoter le service public au plus près, donc l'outil qui permet à ceux qui n'ont rien d'avoir quelque chose. C'est aussi contre la baisse des salaires, mais c'est aussi pour l'égalité femmes-hommes. Parce qu'un des facteurs de la division du travail et du tassement, c'est aussi le maintien des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, et notamment avec la typologie des métiers fortement féminisés, qui sont à 80%, me semble-t-il, en dessous du SMIC, avec un taux de rotation du coup très très important. Et un des leviers, ce serait plutôt de revoir les grilles salariales, qui permettraient sûrement d'aider la condition féminine à s'émanciper. Voilà, donc on essaye de créer des espaces de discussion pour créer un rapport de force nous permettant de... Il faut conscientiser, il faut prendre du temps. On n'est pas actuellement dans un contexte de pensée qui nous permet d'avoir la main dessus. Pour autant, je pense que le mouvement social sur les retraites nous a permis de dire que c'était possible, que travailler moins, travailler mieux, c'était ce qu'on voulait. Travailler plus, pas ça, parce qu'on est contre les 64 ans, on veut les 60. Mais avoir la juste rémunération, la reconnaissance de son travail, l'utilité au travail, a ressurgi sur tout ce temps de mobilisation sociale. Donc c'est à nous de pouvoir le faire fructifier. Donc on va essayer, en tout cas, nous, à notre hauteur, de pouvoir vous offrir les moyens de maintenir cette flamme-là et de pouvoir, alors pas mettre le feu parce qu'on ne met pas le feu, mais en tout cas renverser l'ordre des choses. Oui, alors je voulais juste répondre à qu'est-ce qu'on fait. En t'écoutant, ça m'est venu. Quand on regarde les transformations sociales radicales et même des périodes un peu révolutionnaires, ça ne commence jamais par une convergence générale au niveau macro en disant tout le monde est d'accord pour changer le système. Ça ne se passe jamais comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des collectifs de travail, de gens qui ont les mêmes conditions de vie, qui partagent une vie concrète et une vie quotidienne dans leurs conditions de travail, qui trouvent qu'à un moment donné, un point à un endroit est insupportable. Ce qu'a fait le patron là à cette femme en lui disant de faire ça, ou ce demandeur d'emploi on dit ça, c'est pas possible. Mais ça, il faut qu'il y ait une discussion sur la quotidienneté. Les grandes transformations commencent par une lutte pour des questions quotidiennes. Quand on regarde la Révolution française, elle commence parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher le pain, ils ont besoin d'aller des armes et ils vont aller à la Bastille. C'est des choses qui sont du côté du quotidien. Donc ça fait le lien. Ça évite de rentrer dans « on ne va pas pouvoir changer le système, donc on va se replier ». On ne va pas changer le système, on ne sait pas. Le système, en fait, le changement du système, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui surgit à un moment donné, et puis voilà, ça surgit par... personne ne peut l'expliquer. Par contre, ce que je suis sûre, moi, c'est que les transformations sociales commencent par le fait qu'à un moment donné, collectivement, on discute de où est-ce qu'on en est, pourquoi on travaille comme ça, on discute des conditions concrètes de travail, et on se dit ça, ce point-là, c'est insupportable, ensemble, on va essayer de le bouger. Un point seulement. Mais des fois, ça peut aller très loin. Ce point en tire un autre, il y a une force qui se met, etc. Ça aussi, ça a du sens pour les gens. Ça a du sens de dire, moi, quand je viens au bureau, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Quand j'arrive le matin, je me sens humiliée pour telle ou telle raison, ça, je veux le changer, juste ça. Après, ça peut tirer des questions politiques, parce que le fait qu'on soit humilié, je ne sais pas, je ne prends pas d'exemple précis, je ne connais pas vos conditions de travail concrètement, mais le fait qu'on soit humilié à cet endroit-là, c'est lié à un management, ce management est lié à quelque chose, ça peut tirer des pelotes, ça peut s'arrêter là, on a changé le point, ça s'arrête là, mais ça peut tirer des pelotes. Donc il ne faut surtout pas opposer le général et l'individuel, c'est vraiment pas comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on prend de la respiration. Du coup, on va respirer. Voilà, on va faire une pause de 10 minutes. 10 minutes, et on se retrouve tout à l'heure avec Fabien et Antoine. C'est là qu'on fait la Corée ? Ouais, c'est maintenant.
Donc on reprend nos échanges de ce matin. Donc on accueille Fabien Lemouzy et Antoine Duarte. Tous deux travaillent sur la psychodynamique du travail. Donc qu'est-ce que c'est la psychodynamique du travail en quelques mots? C'est une notion qui est née, bon, ils le diront bien mieux que moi, mais qui est née dans les années 50 et qui s'appelait au départ la psychopathologie du travail. Et l'idée, c'était de savoir comment un individu confronté à une situation de travail va avoir un impact sur sa santé psychique. En l'occurrence, Fabien, qui va faire une première partie d'intervention, est sociologue. Il a travaillé sur un certain nombre de sujets, notamment sur les plateformes, sur la précarisation aussi du travail et sur qu'est-ce que c'est qu'une souffrance normale liée à une activité de travail et du coup versus ce qui est une souffrance anormale au travail. Antoine Duarte est actuellement le responsable de l'Institut de psychodynamique du travail à Toulouse. À Paris, pardon, avec une antenne à Toulouse. En tout cas, il enseigne à l'université. Il a travaillé sur un certain nombre de projets autour de justement la santé mentale et l'expérience du chômage. Donc, il connaît bien aussi toutes les questions liées à l'emploi, à Pôle emploi, y compris, avec en perspective demain France Travail et tout un tas de sujets autour des recherches et de la précarité au travail et quel impact psychique ça peut avoir sur les individus. Je vais leur laisser la parole d'ailleurs pour la suite. Bonjour à tout le monde. Merci évidemment pour l'invitation. Puisqu'on est contraint par le temps, je vais présenter rapidement le cadre de la recherche dans lequel le cadre du projet de recherche pour lequel on a fait les enquêtes en psychodynamique du travail auprès de demandeurs d'emploi, mais aussi de salariés de Pôle emploi. Et je reviendrai sur une partie un peu plus circonstancielle sur le tournant gestionnaire à Pôle emploi. Et l'après-midi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un peu plus sur les incidences psychiques, autant sur les demandeurs d'emploi que les salariés. Voilà. Donc j'essaierai de faire court pour le temps qui nous reste et voilà, avec cette idée que la poursuite des débats se feront l'après-midi. C'est une recherche que nous avons fait dans le cadre d'un appel à projet de la DARES sur l'expérience du chômage et la santé mentale, l'expérience du chômage, de la précarité et DRES-DARES, pardon, et de la santé mentale. Donc ministère de la Santé et ministère du Travail. Et donc notre proposition, au-delà de toute une partie en consultation clinique individuelle auprès de demandeurs d'emploi et d'enquête collective auprès de demandeuses d'emploi plus spécifiquement, nous avons aussi présenté les choses de telle façon, c'est que pour entendre aussi la souffrance des demandeurs d'emploi, il faut entendre qu'est-ce que c'est que cette institution qui est Pôle emploi et aussi entendre par conséquent la souffrance des travailleurs à Pôle emploi, donc des salariés, autant qu'ils soient psychologues, conseillers ou même les conseillers, les agents du contrôle de la recherche à l'emploi. Voilà, donc c'est trois enquêtes aussi que nous avons fait au sein de l'institution. En fait, 6 enquêtes, deux groupes métiers à chaque fois, donc auprès des conseillers, auprès des psychologues et auprès des agents de contrôle de la recherche et de l'emploi, les agents du CRE. Voilà. Juste, aussi, j'aimerais, comme on va peut-être pas beaucoup parler des investigations cliniques individuelles, vraiment de psychopathologie, juste quand même donner quelques éléments qui relève tout de suite pour nous d'une conscience que l'institution Pôle emploi était, en tant qu'institution, un lieu qui n'était peut-être pas propice à ces investigations cliniques. Et donc, on a décidé de travailler pour les consultations cliniques avec des psychologues qu'on a rencontrés aussi dans le cadre d'une... Voilà, je
je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais dans lesquels il y avait une véritable demande de ces psychologues pour travailler sur les problèmes rencontrés à Pôle emploi. Et donc, c'est des psychologues qui sont venus à l'Institut travailler dans un premier temps totalement en sous-marin, c'est-à-dire en abstraction totale de la direction, puisqu'on a quand même des rapports pour le moins épineux, mais surtout de leur côté à eux. La direction de Pôle emploi ne veut pas trop entendre parler de la psychodynamique travail. On a été éjecté d'un colloque il n'y a pas très longtemps, y compris par des collègues chercheurs, parce que comme ils ont des contrats de recherche avec le Pôle emploi, il ne faut pas froisser le Pôle emploi. Donc nous, on a quand même des rapports pas super chouettes. Dès qu'on entend le nom, notamment de Christophe Dejour, au Pôle emploi, ça crispe un peu. Donc juste pour vous dire qu'on a travaillé avec déjà des psychologues qui venaient totalement clandestinement et qui arrivaient qui ont payé l'intervention avec leurs sous à eux, ont bénéficié de certains jours de formation et de congés grâce aux organisations syndicales. Et on a réussi à mener les investigations cliniques parce qu'on avait noué des liens de confiance avec ces psychologues-là. Voilà, c'est important, des psychologues qu'on connaissait et qui nous orientaient des personnes parce qu'on savait qu'il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'intérêt majeur pour la santé mentale des gens qui nous étaient orientés. Et donc c'est quand même un point que je voulais souligner parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le rapport d'ARES puisque c'est assez clandestin, voire totalement, et dans lesquels on a pu faire cette recherche qu'à partir du moment où on connaissait des gens en qui on avait confiance. Voilà, dans le Pôle emploi, que c'était pas évident. Donc voilà un des points, parce que je pense qu'on discutera pas trop de ça, mais pour aussi que vous ayez en tête que la recherche que nous menons, on est pris dans des institutions et on essaye au maximum d'avoir conscience des enjeux les enjeux mobilisés par la présence ou non dans une institution. Voilà. Oui, très, très important à préciser, d'autant plus que cette coopération avec les psychologues est le point de départ en fait, de toute la recherche que nous avons pu mener pendant des années sur les questions de santé mentale et chômage à Pôle emploi. Bon. Donc effectivement, le postulat de départ à tout ça, c'est que l'organisation du travail de Pôle emploi est une organisation du travail de traitement de masse des demandeurs d'emploi, et que cette organisation du travail est effectivement importante à saisir en fait, pour comprendre comment on traite les demandeurs d'emploi. Et pour nous, il n'est pas possible en fait, de considérer les questions de santé mentale des personnes faisant l'expérience du chômage et de la précarisation sociale sans s'interroger sur l'organisation du travail, de la recherche d'emploi et la place qu'elle-même confère aux questions de santé au travail au sein de l'institution. Voilà. Et donc, organisation du travail de traitement de masse parce qu'elle prescrit un certain nombre de choses aux demandeurs d'emploi, mais elle prescrit évidemment un certain nombre de choses à ses salariés. Et c'est aussi ça qu'il s'agit de comprendre, sachant que effectivement, c'est une organisation du travail qui est traversée par la question de la mesure quantitative. Depuis la création de la NPE, avec le développement d'indicateurs statistiques qui vont structurer le dialogue que l'institution entretient en fait avec les services de l'État. Donc ça, c'est tous les travaux de Jean-Marie Pillon sur Pôle emploi, où il va dire que les pratiques de type gestionnaire s'institutionnalisent en tant que grammaire des débats au sein de la direction générale de la NPE. Donc c'est une traduction gestionnaire des politiques de l'emploi. Voilà. Et donc toute l'idée aussi est de montrer à quel point cette traduction gestionnaire des politiques de l'emploi sont en complet décalage avec les réalités du terrain vécues par les travailleurs à Pôle emploi et par les demandeurs d'emploi. Donc, je vous l'ai dit, nous avons fait un certain nombre d'enquêtes auprès de conseillers et de psychologues et d'agents du Creux. Et effectivement, une bonne partie du rapport est nourrie par surtout les enquêtes que là, une bonne partie de la présentation là, que je vais faire, est nourrie par notamment les échanges que nous avons eus avec les conseillers, parce que eux-mêmes directement nous disent qu'ils sont les essieux productifs. Voilà. De Pôle emploi et donc de cette institution caractérisée par les politiques gestionnaires et notamment les politiques d'activation
l'installation en fait, durable des politiques d'activation à partir du XXe siècle pour répondre au chômage de masse sont congruentes aussi avec ces politiques gestionnaires. Donc la quantification et l'activation sont étroitement liées. Voilà. Donc c'est un point important parce que ce n'est pas rien après dans le réel du travail des conseillers et des psychologues que c'est ce que jouent ces politiques d'activation dans leur rapport au travail. Et donc en fait c'est un paradoxe qui traverse le rapport subjectif au travail des salariés de Pôle emploi rencontrés durant nos enquêtes et qui constitue un point fondamental dans l'analyse du rapport entretenu au travail avec les demandeurs d'emploi. L'organisation prescrite du travail ne permet pas vraiment de pouvoir échanger sur des conceptions du travail similaires. Comme le résume un conseiller, eux, ils gèrent des chiffres, moi, je gère de l'humain. Voilà. Mais là aussi, de suite, ce n'est pas le cas de tous les conseillers. Et donc, il y a aussi des fois des clivages qui s'opèrent entre conseillers au sein d'une même agence parce qu'il y en a qui gèrent des chiffres. Des conseillers qui gèrent des chiffres. Voilà. Donc les discussions collectives, voilà, nous ont permis en tout cas d'identifier un processus connu dans d'autres secteurs d'activité du tertiaire, comme les hôpitaux, les banques, par le biais évidemment du New Public Management, de la pensée évidemment qu'on peut diriger un service public comme une entreprise. Et donc on assiste à Pôle emploi, du moins c'est notre analyse, la mise en place d'une forme d'industrialisation de la relation de service proposée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi. Donc une forme d'industrialisation de la relation de service qui est en fait antinomique avec la conception même du service, censée s'adapter à la singularité du bénéficiaire, là où l'industrialisation vient en fait imposer des formes standardisées de la relation de service. Donc je vais citer 5 points voilà, ça ira très bien. Je vais citer 5 points qui vont caractériser cette industrialisation de la relation de service et nous aurons l'occasion évidemment d'échanger là-dessus et de reprendre cet après-midi. Un premier point qui permet d'identifier cette industrialisation de la relation de service, c'est l'automatisation de la relation de service, à savoir une gestion de flux plutôt qu'un accompagnement. Donc on serait plus dans la gestion de flux que dans l'accompagnement. Et donc c'est une rationalisation qui passe par une diminution des postes, les non-remplacements de départ à la retraite, une limitation des dépenses de fonctionnement de personnel, l'augmentation des salaires, la précarisation de l'emploi qui, moi, m'a énormément étonné au moment des enquêtes. C'est-à-dire que le pourcentage de CDD dans certaines agences dépasse les 50, voire les 60%, ce qui paraît très compliqué en termes de suivi. Là où ça plaide déjà pour une question de gestion de flux plutôt que d'accompagnement. L'accompagnement ne peut pas se faire avec des personnes qui sont là pour 6 mois, 1 an. Ça devient très compliqué, surtout avec l'enracinement des durées de chômage. Et d'autre part, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se rend compte, enfin, du moins ce que nous disent les conseillers à ce moment-là, c'est que beaucoup de CDD ne veulent pas de CDI non plus. Voilà. Donc c'est un autre point qui vient dire quelque chose du rapport au travail dégradé qui s'exerce au sein de cette institution. Et donc toujours dans les changements, les transformations qui plaident dans cette industrialisation de la relation de service, et effectivement les changements de vocabulaire avec par exemple l'introduction du mot client. Voilà. Mais alors pas parmi les conseillers, mais déjà dans des politiques internes, dans des échanges en interne, où là a été clairement cité Michel Bon, qui a été premier directeur général issu du privé, et où il parlait de clients pour parler du demandeur d'emploi. Et donc voilà, effectivement, il y a ce changement sémantique n'est pas qu'un changement sémantique, c'est un changement de conception en fait de l'accompagnement et de comment on conçoit les personnes que nous accueillons dans l'institution. Et donc voilà, donc c'est déjà des premières formes de distance déjà qui sont mises vis-à-vis de la relation de service, en fait, de la relation d'accompagnement, et qui est de plus en plus médiée aussi, donc je ne vais pas vous l'apprendre, par des logiciels et par des plateformes et par des applicatifs. Et donc à l'époque, l'applicatif s'appelait Ode, et il a peut-être changé depuis parce que c'est un des aspects aussi de ces formes d'industrialisation de la relation de service, c'est que dans ces
dans ces organisations du travail, les logiciels changent tout le temps. C'est le changement permanent, en fait. Il est impossible, en fait, d'arriver à stabiliser quelque chose du rapport au travail. Et toutes les tricheries qu'on arrive à faire en tant que conseiller ou psychologue disparaissent avec les changements de logiciels. Et donc, il faut tout réapprendre constamment. Donc voilà. Donc des applicatifs, le changement permanent, une distanciation renforcée par un ensevelissement quotidien des agents Pôle emploi sous un flot d'informations continues et un enfermement dans des jargons institutionnels avec les changements de logiciels changent les acronymes, changent les dispositifs, à tel point que même les conseillers nous parlaient en acronymes dont ils ne savaient pas les définitions. Voilà. Mais ça montre voilà, toute cette forme automatique de gérer un certain nombre de dispositifs sans finalement avoir le temps de s'arrêter dessus. Ce que ils me disent, hein, donc je cite, je viens dans un monde parallèle quand je rentre dans une agence, effectivement, et nous aussi, quand on discute avec des conseillers, on rentre dans ce monde parallèle en même temps. Voilà. Et donc cette conception les technologies numériques, la dématérialisation des relations dans le travail, les supports de communication, vient plaider en ce processus de gérer les flux et vient aussi mettre le soupçon sur la mise en place d'une plateformisation de cette organisation du travail, au même titre là, que nous parlons des plateformes telles que Uber, Deliveroo, Uber Eats, voilà, des façons en fait où il n'y a plus d'interlocuteur et tout est géré par un algorithme. C'est également ce qui se passe pour les agents du Creux, c'est-à-dire que l'algorithme décide en partie de pourquoi, de qui va être contrôlé. Et là aussi, sans vouloir tomber dans le complotisme, ils se rendent bien compte que c'est certaines personnes qui sont contrôlées et que ce n'est pas du tout objectif comme se voudrait voilà, l'algorithme ou le dispositif numérique qui ne regarde pas ni les classes, ni les âges, ni les races, mais bien au contraire, ça a l'air bien ciblé. Alors à l'époque, c'était notamment les 60 ans, les plus de 60 ans, voilà. Mais après, ça a changé parce que comme l'enquête a duré, ils nous ont fait remarquer un certain nombre de choses. Mais voilà, je vois de toute façon qu'il y a des signes d'acquiescement, donc je pense que je ne dis pas trop de bêtises. Donc voilà, donc cette impression de traiter du flux au détriment, évidemment, d'une écoute affinée de la situation du demandeur d'emploi et de son accompagnement. Donc voilà un premier élément qui vient altérer la possibilité qu'on a en tant que travailleur à Pôle emploi d'écouter, alors que cette écoute s'avère en fait primordiale, mais peut-être on appuiera plus dessus cet après-midi. D'autre part, deuxième point qui vient identifier l'industrialisation de la relation de service, c'est la segmentation en fait du service, et notamment par le biais des multiplications des plans d'action. Alors, outre les modalités de suivi que vous connaissez tous, suivi guidé, renforcé, global, tout un tas d'autres dispositifs, d'autres suivis qui viennent s'ajouter, et ceux qui sont particulièrement compliqués sont ceux qui font l'objet d'un financement du Fonds social européen. Et donc tous les clubs, donc global déjà, et tous les clubs financés par le FSE pour les jeunes, pour les personnes de plus de 45 ans, les jeunes diplômés, que sais-je, je ne pourrais être exhaustif en la matière. Mais effectivement, c'est ce qui était intéressant, voilà, c'est que lorsqu'on demandait aux intervenants si les conseillers se battaient en fait pour accéder à ce type de dispositif, parce que finalement on se dit c'est là où on a peut-être plus l'occasion de s'occuper des personnes, mais on va se rendre compte que non, et parce que notamment c'est des critères absurdes à suivre pour rendre compte à l'Europe, avec beaucoup de papiers de procédure. Là je cite les conseillers, il y a toujours des comptes à rendre, des tableaux à remplir, des conflits entre DR et DT qui donnent ordre et contre-ordre. Donc en fait dès qu'on met la main là-dedans, on se retrouve dans un engrenage assez fou de comptes à rendre du point de vue chiffré et qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec l'accompagnement qu'il est possible de rendre.
sur des publics, là, sans vouloir encore une fois repousser la discussion à cet après-midi, mais sur des publics plus difficiles sur le plan social et psychique. Voilà. Donc cette logique gestionnaire vient donc entraver la possibilité de mener correctement des accompagnements, même dans des dispositifs consacrés, comme c'est le cas pour les contrats d'engagement jeune, les CEJ par exemple. Et donc les conseillers nous disent qu'il y a de la souffrance chez les conseillers qui sont porteurs de ces dispositifs pour les jeunes, avec des objectifs quantifiés réguliers à court terme et moins de moyens pour contourner. On est de plus en plus segmenté, CEJ, équipe entreprise, équipe emploi, sans parler du télétravail. Voilà. Donc, évidemment, la fin de notre enquête était en même temps que l'introduction de l'équipe emploi, et nous avons bien vu à quel point ça crée des tensions au sein des collectifs et au sein des agences, avec notamment des impositions. En fait, on imposait aux conseillers d'aller sur équipe emploi, alors que c'était évidemment tout un plan d'action du FSE complètement gestionnaire, congruent avec l'élection présidentielle. Donc autant dire que c'était... de toute façon, les conseillers ont été très clairs à ce sujet. Quand on les a revus après, ils ont dit on a fait de l'abattage. Voilà. On a fait de l'abattage, et que ce soit sur équipe emploi ou sur les autres, hein, de toute façon. Mais il y avait effectivement cette sensation qu'il y a eu... un déferlement un peu de recherche, de contrôle qui s'appliquait pour eux aussi. Donc effectivement, il serait bien, voilà, il y a des formes de pression qui augmentent avec l'élection présidentielle ou encore les financements du FSE, sans pour autant qu'on puisse y trouver un sens. Hein. On atteint un sommet de conneries, sachant que pour le moment, c'est très intéressant, sachant que pour le moment, les demandeurs d'emploi sont dociles. C'est-à-dire que même eux sont très étonnés de leur capacité à arriver à supporter tout un tas de choses de la part de l'institution. Et une des choses les plus dures à supporter, et pour eux et pour les demandeurs d'emploi pour le coup, et le troisième point qui est, dans notre analyse, dans ce processus d'industrialisation de la relation, c'est la production du service, à savoir l'injonction à la prescription. Voilà. Si la mesure de la performance passe par un ensemble d'indicateurs de conventions tripartites, les ICT, il semblerait que la question de la production du service soit arrimée quand même particulièrement à la capacité du conseiller à prescrire une prestation, une analogie avec la pratique médicale qui est d'autant plus pertinente que ces prestations entretiennent un rapport comptable similaire à l'acte dans le milieu médico-social. Et comme le confirme une conseillère, chaque entretien doit se terminer par une prescription. C'est la prescription, c'est que chaque entretien doit se terminer par une prescription. Donc c'est un troisième élément de cette industrialisation de la relation de service qui renvoie aux injonctions de nombreuses équipes locales de direction à prescrire systématiquement des prestations, notamment pour remplir des stages proposés par des structures privées, pas toujours adaptées aux demandes des demandeurs d'emploi. En fait, parce que je ne sais pas si on y reviendra cet après-midi, mais clairement, en fait, là, ce qui se joue là du point de vue du rapport au travail, c'est une inversion de la demande. C'est-à-dire que ce n'est plus le demandeur d'emploi qui a une demande vis-à-vis de son accompagnement, c'est le conseiller qui a une demande vis-à-vis du demandeur d'emploi pour qu'il soit accompagné. Donc ça change complètement, évidemment, la façon dont on accompagne. Donc voilà, donc il y a un degré d'autonomie, hein, évidemment, par rapport à cette prescription. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui explique pourquoi les gens n'ont pas totalement pété les plombs, les demandeurs d'emploi aussi. C'est parce qu'il y a des personnes qui arrivent à tricher avec ces prescriptions et qui ne poussent pas dans leur dernier retranchement les demandeurs d'emploi. Et ne se poussent pas eux-mêmes dans leur dernier retranchement par la même occasion. Parce qu'il y a quelque chose encore de la qualité de l'accompagnement qui est sauvegardé, mais on comprend que c'est de plus en plus dur. Oui. Donc voilà. Et donc voilà, ça donne lieu à des échanges. Effectivement, il y a un degré d'autonomie par rapport à cette prescription qui est très variée. Voilà. Donc des conseillers vont dire que ça dépend aussi du rôle qu'on donne aux conseillers. Le ministère nous demande des chiffres, nous on dit oui et on fait ce qu'on veut selon la sensibilité du conseiller. Certains restent sur l'emploi, d'autres s'intéressent à l'enfance, certains ne sont pas du tout sur l'humain.
Et donc, on a quand même des comptes à rendre en fonction des plans d'action de l'ELD. On paie des prestataires pour certaines actions. Donc, on nous dit prescrit. Moi, je m'en fous, mais c'est ce qu'on nous dit. Donc, il raconte que ça arrive en réunion avec des tableaux à prescrire. Et bon, là, vous savez de quoi je parle, donc c'est pareil. Donc, je vous apprends rien, mais effectivement, je pense que c'est bien toujours de revalider cette description. Donc, voilà, politique du chiffre qui a pour conséquence un management par les chiffres. Et effectivement, le management des ELD ne peut passer que par là. Et les conseillers se retrouvent souvent à des réunions pour faire le point sur les mauvais chiffres, avec des remarques du type « c'est moins mauvais ». C'est pas encore assez bien de la part des responsables. En fait, c'est jamais très satisfaisant. Il faut toujours prescrire et rentrer dans cette logique de prescription. Et effectivement, vivre ces réunions peut plonger les travailleurs dans des formes de confusion vis-à-vis de ce que eux pensent de la conception du travail et de l'accompagnement, qu'il s'agisse de conseillers ou de psychologues. J'arrive au quatrième point, je pense que ça va. Hein. J'arrive au quatrième point, je ferai un peu plus rapide. Le quatrième point de cette industrialisation de la relation de service serait ce qu'on appelle la réduction des stocks, pour le dire de manière un peu froide. Mais là, c'est en fait le contrôle de la recherche-emploi et notamment le renforcement, l'accroissement de la contrôle de la recherche-emploi. C'est l'aspect cynique de cette politique du chiffre. Elle sert la volonté de contrôler les demandeurs d'emploi, dont la motivation à les faire sortir du taux de chômage est à peine masquée. Et donc la création de Pôle emploi a d'ailleurs permis de centraliser en fait cette activité du conseiller, et on se retrouve avec des agences du contrôle recherche-emploi, des agences du Creux qui sont en fait à l'extérieur des agences Pôle emploi, des agences de proximité, ce qui pose un certain nombre de problèmes encore là, du point de vue du travail, parce que ce que nous comprenions, c'est que en tant que conseiller, on n'est pas forcément contre le contrôle, parce que ça peut permettre aussi des fois, dans la relation d'accompagnement, de dynamiser effectivement quelque chose, sauf que quand effectivement c'est fait de façon à satisfaire des chiffres, ça devient plus problématique. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se jouait avec les personnes qui font le contrôle, c'est-à-dire, s'il te plaît, j'ai cette personne, est-ce que tu peux voir avec elle comment un peu redynamiser certaines choses, ou voilà. Mais jamais, ou à sens inverse, si une personne se trouvait sujette à un contrôle, la personne pouvait aller voir le conseiller pouvait aller voir la personne qui contrôle, en lui disant écoute, là moi je connais cette personne, elle fait bien son boulot de recherche d'emploi, il n'y a pas de problème, vaut mieux la laisser tranquille. Donc c'était des façons en fait de réguler, mais voilà, comme je faisais référence tout à l'heure, la question du management algorithmique c'est incrusté là-dedans, et effectivement le contrôle est moins lié maintenant à des coopérations entre conseillers et agents de contrôle, mais beaucoup plus à des injonctions chiffrées, ce qui pose problème. Donc voilà, donc donc toujours sur ce point 4, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les requêtes nationales de contrôle semblent se centrer sur des profils en particulier quand même. Et le record de radiation qui a été atteint lors du mois de novembre 2022, avec plus de 58 000 radiations en un mois, achève en fait la victoire de la conception gestionnaire de l'accompagnement et du contrôle au 58 000 radiations en un mois, au mois de novembre. C'est le MNCP qui dit ça. Ah non, Mediapart, pardon. Voilà, c'est un chiffre de Mediapart. Et finalement, le dernier point de cette industrialisation de la relation de service, et l'instauration de la compétition avec le benchmarking entre agences. Voilà. Donc là aussi, il y a une évaluation quantitative qui sert ensuite au benchmarking entre agences, considérés de plus en plus comme des centres de profit finalement dans la conception, hein, dans la droite ligne des principes propres au New Public Management. C'est une méthode managériale d'abord utilisée pour comparer les organisations entre elles, avant en fait d'être mobilisé pour le faire au niveau des équipes. Et c'est surtout là que ça vient altérer la question du rapport au travail et de la coopération entre les individus au sein d'une équipe, parce que ça vient accentuer la pression sur les équipes et sur les individus qui ne feraient pas du chiffre.
Et donc, ça donne des formes, effectivement, des fois qui peuvent être interprétées comme du harcèlement. Alors des fois à juste titre, hein, mais ce qu'on me dit, c'est nous à chaque réunion, on nous faisait remarquer qu'on était dernier sur telle prestation, comme pour nous dire évidemment qu'il faut mettre l'accélérateur sur cet indicateur chiffré. Et c'est pareil en fait, donc là je parlais pour les conseillers, mais c'est pareil pour les agents du contrôle recherche-emploi. C'est une compétition entre agences qui est mise au service de la pression productiviste. Ils disent on est au courant que l'EPIC 4, qui avant a été première, est passée dernière du classement en quantitatif, qu'elle fait 400 là où elle a fait 900, mais par contre ne se pose jamais vraiment la question du motif de telle différence. C'est-à-dire que effectivement, entre des personnes qui vont freiner pour essayer de faire le travail d'une manière qui leur semble honorable et des personnes qui vont être zélées du point de vue de la production chiffrée, va se loger en fait plus que des écarts de chiffres, mais aussi des écarts dans la conception du travail et comment sont traités les demandeurs d'emploi. Voilà. Voilà, donc c'était le dernier point, je pense, de l'instauration de la compétition entre agences sur la base de la conception gestionnaire du travail, alimente la mise en concurrence de salariés déjà amorcée de manière officieuse lors de réunions ou de conversations informelles où les chiffres individuels sont annoncés, comme toujours pour les équipes du Creux. Ils disent s'ils affichent des chiffres, c'est pas pour rien, c'est que des fois même le fait d'afficher agit comme une prescription en fait. Voilà. Sans forcément qu'on vienne dire il faut radier des gens, juste le fait d'afficher. Où on nous précise que bien que certains font 100 par mois, c'est bien quand certains font 100 par mois et quand d'autres ne font que 30 sur la même période. Voilà. Et donc l'exaltation de cette concurrence n'est pas sans conséquence sur les dimensions individuelles, la surcharge de travail, comme les dimensions collectives, c'est-à-dire l'étiolement de la coopération au sein des collectifs de travail. Et je crois que j'arrêterai là, voilà, pour cette première partie. Oui, si vous voulez, peut-être qu'on va faire la pause. Comme ça, on redémarre sur une discussion justement sur ce sujet, de sorte à pouvoir ensuite enchaîner sur le reste. Hein. On se dit quoi 13h45, comme ça on démarre à 14h. Voilà, on fait ça. À tout à l'heure, merci. Oui, la salle est fermée. Du coup, vous pouvez laisser des affaires si vous voulez pour certains, si vous avez des choses, voilà.